Voici le cri du huard. Chronique d'un enfant du Rapide de L'Orial dans les années 30 et 40. Récit de Richard Saint-Louis. Le territoire dont papa avait la responsabilité en tant qu'inspecteur forestier au ministère des Terres et Forêts était délimité par la partie nord du comté de la Belle. Il s'étendait du sud de Notre-Dame-du-Lot sur la route 309 au nord de Sainte-Anne-du-Lac sur cette même route et de la limite de Val-Limoges sur la route 117 à l'ouest jusqu'à Lac-Saguet à l'est, ce qui totalisait une superficie ayant grosso modo 50 000 de côté ou 2 500 000 carrés. Dans une douzaine de villages du territoire choisis de façon stratégique était posté un garde-feu qui était chargé, sous les ordres de papa, de voir à la bonne marche des politiques du ministère, en particulier à la protection des forêts, le brûlage des abatis, l'organisation lors d'incendies et les programmes de prévention, surtout lors de périodes de sécheresse. Près d'une demi-douzaine de tours à feu étaient installées sur de hautes montagnes, de façon à ce que la limite de vision de chacune touche à celle de la voisine. Aussitôt que nous avions atteint l'âge d'environ 5 ans, papa nous emmenait avec lui, les fins de semaine et lors des vacances d'été, à l'occasion de visites fréquentes à ses garde-feux et gardiens de tours. Ces voyages nous remplissaient d'une grande joie, en particulier ceux à Notre-Dame-du-Lot, chez oncle Dominique, et plus tard chez Léo Charbonneau. Le chemin était de gravier et ça prenait un bon 2 heures pour y arriver. Lorsque nous montions la côte chez oncle Pierre Bonicalzi, nous savions que quelques minutes nous séparaient du village. Puis, c'était la côte à Capelle et au-dessus, nous apparaissait soudain Notre-Dame-du-Lot dans toute sa splendeur. C'était à mes yeux le paradis sur terre, que je trouvais donc chanceux les gens qui y vivaient. Je ressentais une magie à chaque fois que j'y allais, et même aujourd'hui, j'éprouve une certaine émotion à chaque visite à ce patelin. À peu près toute notre parenté y vivait avec leur famille. Oncle Dominique, Antonio, Hervé, Pierre et tante Herminie, Maggie mariée à Joe Allaire, Marguerite, la mère de papa, Jean, le frère de maman, Bernadette Bastien, mariée à Georges Rousseau, Alcidas Bastien, Aldéa Bastien, mariée à Pierre Bonicalzi, Léo Vanni, appelé Vannes, ces 4 derniers étant les frères et les sœurs de Diana, mère de maman, mais nous les considérions comme nos propres oncles et nos propres tantes.
Notre-Dame-du-Lot, ou Taram, comme nous avions appris à le nommer, c'était l'aventure, la découverte, l'insouciance propre à l'enfance. Le bonheur de pêcher le crapet ou la barbotte dans le cric serpent, les excursions au cimetière pour y manger des fraises ou prendre les quelques sous noirs déposés par les fidèles dans les mains de la Vierge du Calvaire afin de s'acheter des hameçons. Les grosses cigarettes infectes qu'on se fabriquait avec la rhubarbe du diable et du papier journal. Les pommes sûres qu'on piquait à l'arrière du magasin David ou dans la cour de Capet-Saint-Julien. C'étaient les jeux de police et bandits avec nos revolvers de bois, de cannes à bûche, de recherche de pièces de 25, de 10, de 1 cent perdues sur le plancher de la salle paroissiale les lendemains de bingo, de recherche de cerises de terre dans les fossés de route, de cueillette de framboises avec toute la parenté que tante Alice enroulait pour cette occasion. C'était la chasse aux mouches de maison que nous attrapions à 1 cent pour 10. Le profit servait à renouveler notre réserve d'hameçons ou nous gaver de nananes achetées au restaurant La Roque. C'était la pêche à la trôle sur la rivière, en chaloupe à moteur, où frayaient le brochet et le doré. Il y avait aussi des baignades dans le cric Serpent, à la traverse des Vaches ou au chalet du lac Serpent. Oncle Dominique y préparait un gros chaudron de bine au lard qu'il faisait mijoter toute la nuit dans le sable chaud. C'était le régal de la semaine. Le soir, nous ne pouvions nous coucher sans avoir récité le chapelet que nous avions l'habitude d'expédier à notre manière. Réaume disait à chaque grain « grâce entrailles » et je lui répondais « l'heure de notre mort ». Vers 9 heures, nous éteignions la lampe à l'huile et nous nous endormions comme 2 anges dans les bras du Créateur en rêvant au lendemain magique qui nous attendait. Le 4 septembre 1941, à l'âge de 8 ans, j'entrais à nouveau en 3e année à l'école du Rapide, rue Limoges. En fait, je reprenais mon année parce qu'on avait jugé que j'étais trop petit pour entrer en 4e année. Et la 4e année, c'était à l'Académie du Sacré-Cœur, distante d'environ 1 mile de la maison. Je n'eus pas grand-peine car la sœur enseignante était toujours Marie de Saint-Paul Eugène, que j'adorais. Je me demandais bien ce que les volumineux accoutrements des religieuses pouvaient bien cacher. Une épaisseur cachait des ciseaux, une autre un chapelet en bois. Mais en dessous de tout ça, y avait-il des jambes, des cuisses, des fesses, des tétons? Elles semblaient asexuées. On ne voyait que le bas de leurs souliers noirs et leur visage, du haut du cou au-dessus des sourcils, ainsi que leurs mains. C'étaient les seules références au fait qu'elles faisaient partie du genre humain.
Vers l'âge de 10 ans, les Sœurs du Précieux Sang qui vivaient dans leur petit monastère, situé entre l'école normale et la cathédrale, me demandèrent si je voulais bien servir la messe de 6 heures. J'ai accepté sans hésitation. Elles m'avaient toujours été sympathiques. De plus, elles étaient auréolées d'une espèce de mystère que je trouvais attirant. Par exemple, à l'époque, elles ne vivaient que de la charité publique et chaque fois qu'elles manquaient de nourriture, elles ne pouvaient en demander directement à leur bienfaiteur. Tout ce qu'elles avaient le droit de faire, selon leur charte établie par Monseigneur Limoges, était de sonner le tocsin du campanile et y faire flotter un drapeau blanc. De plus, elles étaient réduites au silence. Seule la supérieure et les novices avaient le droit de parler aux gens de l'extérieur. Plusieurs années plus tard, dans leur nouveau domaine agrandi, les règlements furent adoucis. Elles purent enfin vivre de leur culture maraîchère et faire l'élevage d'animaux de ferme, en particulier de poules et de chèvres, avec le lait desquels elles fabriquent aujourd'hui du fromage et un excellent chocolat. Donc, à partir de 1941, et durant 3 ans, je fus le servant attitré du célébrant chaque jour à 6 heures du matin. Comme récompense, après la messe, j'avais droit soit à un verre de lait avec biscuit, soit à un paquet de retailles d'hosties. Je me rappelle d'un matin de tempête où j'avais vu passer devant la maison le prêtre officiant venant du séminaire se rendant au monastère en raquette. J'ai dû faire le trajet à plat ventre sur une couche de 2 pieds de neige. Après la messe, la sœur m'attendait avec du lait chaud et des biscuits village qu'elle me remit dans le tourniquet du parloir. Sœur Quérillon, la supérieure, ne m'a jamais oublié depuis cette époque. Et même aujourd'hui, après plus de 50 ans, elle est très heureuse de me revoir. Moi aussi d'ailleurs. Alors que Gilles était âgé de 5 ans, papa l'avait amené avec lui lors d'un voyage chez un de ses garde-feux à Sainte-Anne-du-Lac. Il avait laissé Gilles à l'extérieur afin qu'il s'amuse avec les enfants de la famille pendant qu'il était à l'intérieur de la maison en discussion avec son employé. Après quelque temps, un des enfants surgit soudain en criant « Monsieur Saint-Louis, votre enfant est avec le bœuf !» Tout le monde sortit en courant, et papa vit avec effroi Gilles dans l'enclos voisin, en train de flatter le front du bœuf, qui, tête baissée et écumant par ses narines gonflées, faisait voler des mottes de terre de ses sabots avant, en se demandant bien, étant myope, quelle nuisance lui agaçait le dessus du crâne de cette façon. Papa, blême de peur, cria doucement mais fermement à Gilles de revenir au plus sacrant à la clôture. Ce qu'il fit tout à coup et juste assez vite pour que le mastodonte n'ait eu le temps de réagir. Tout le monde se sentit soulagé. Mais Gilles a dû se rappeler longtemps du gentil bœuf de Sainte-Anne-du-Lac.
d'hiver, alors que mes 3 frères et moi dormions profondément, enfouis sous nos couvertures de laine, d'où ne sortait que l'air embué de nos respirations, je fus réveillé par un bruit bizarre, régulier, et constatai avec inquiétude qu'il provenait de mon propre ventre. C'était un glou-glou assez bruyant qui se répétait aux 3 secondes de façon régulière. Je fus aussitôt saisi d'une grande crainte. J'étais certain que ma dernière heure était arrivée. Je me tâtai le ventre pour voir ce qui faisait ce bruit, mais je ne trouvai rien d'anormal. De plus, je ne ressentais aucune douleur, mais j'étais convaincu que le mal était fatal et que je ne passerais pas la nuit. Je me disais, est-ce que je réveille tout le monde afin de recevoir une aide, des soins, des consolations, les secours d'un médecin? Je n'osais pas, pour une raison que je ne me suis jamais expliquée. Était-ce la crainte de déranger, de passer pour un peureux, un braillard? La raison était saisissable. Après plusieurs minutes d'attente angoissée à écouter ce glou-glou infernal, je pris conscience que j'avais une forte envie d'uriner. Mais je craignais de bouger de peur de déclencher soudainement mon agonie. Après un long moment, sentant que la vessie allait m'éclater, je me résignai. Allons pisser, je mourrai après. Je me levai donc et me dirigeai vers la salle de bain, au bout du corridor. Mais à mesure que j'avançais, le bruit devenait de plus en plus fort. Je me disais que je ne me rendrais peut-être pas jusqu'à la porte. Après d'éternelles secondes de glou-glou de plus en plus intenses, j'entrai dans la toilette et j'eus alors la surprise et le soulagement de ma vie. J'entendais le débordement du réservoir du bol de toilette qui faisait glou-glou, glou-glou, glou-glou. Je ne mourrais donc pas cette nuit-là, et après m'être soulagé la vessie, je courus vers ma chambre afin de me réfugier dans la douce chaleur du lit douillet et m'endormis profondément. Papa avait l'habitude de nous corriger selon l'âge, le sexe, et chaque période avait son châtiment attitré. Jusqu'à l'âge de 10 ans, les garçons avaient droit d'aller en pénitence à genoux dans un coin ou d'être confinés à votre chambre pour les fautes, délits, méfaits qui dépassaient la simple peccadille. Jusqu'à 13 ans, nous goûtions au fouet de branches d'arbres appelé « war » pour les délits mineurs et à la strap, c'est-à-dire la ceinture de cuir, pour les erreurs plus graves. Puis, jusqu'à 16 ans, nous devions expier par l'obligation soit d'aller à la messe de 6 heures durant 1 mois, soit de porter des robeurs ou de grotesques culottes golf pendant plusieurs semaines. Parfois, lorsque la faute était minime, papa nous ramenait une mornifle derrière l'occiput accompagnée d'un sonore « puant » bien senti. Excluant le port d'habillement ridicule qui m'humiliait, je trouvais ces punitions tout à fait acceptables et même méritées. Un jour où Gilles avait fait un coup pendable, papa, comme il le faisait parfois, lui donna son canif en lui ordonnant d'aller couper un war dans la dompe. On appelait la dompe la partie basse du terrain où poussaient toutes sortes d'arbustes dans un milieu humide et stagnant qui fut réaménagé vers 1946. Gilles avait le don de se sauver des corvées, punitions ou travaux qui lui étaient échus. Cette fois-là, il eut l'idée d'affaiblir le fouet qu'il devait remettre à papa. Il prit une branche de saule de 3 pieds et la cassa en bout de 4 pouces environ.
chacun étant retenu par une partie de l'écorce au suivant. Lorsqu'il remit la branche qui ressemblait à une guenille molle à papa, celui-ci, qui n'avait pas le sens de l'humour ce jour-là, enleva sa ceinture et lui ramena 4 ou 5 coups sur les fesses en lui ordonnant d'aller dans sa chambre pour le reste de la journée. Cette fois-là, sa ruse n'a pas fonctionné. Il a dû s'en attendre un peu d'ailleurs.